à la 22e conférence de l'Association des chercheurs de l'Université Panthéon-Assas. Il fait très beau, nous sommes heureux. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de sensible droit, du lien entre le droit et l'art. Et je tiens à préciser qu'il s'agit donc d'une initiative de Nathalie Goeder et de Ninon Maillard. Alors Nathalie Goeder est historienne du droit, maître de conférences, habilitée à diriger des recherches à l'université Paris-Saclay, et chercheur à l'équipe méditerranéenne de recherche juridique de l'université de Corté. Ninon Maillard, historienne du droit, maître de conférences à Paris-Nanterre, chercheur au Centre d'histoire et d'anthropologie du droit. Merci à vous deux, mesdames, et je laisse la parole à Nathalie, donc on dit en flamand « Redert », ça veut dire « joli ». Merci beaucoup. Alors, je tiens sincèrement à remercier Johan Seyd pour son invitation et derrière lui toute l'association des chercheurs de Paris 2. Et dans la mesure où il s'agit d'une invitation d'une assemblée de chercheurs, nous avons, avec Ninon Maillard, envisagé aujourd'hui de présenter un travail en devenir. Une démarche qui, bien qu'entreprise maintenant depuis plusieurs années, est encore une démarche exploratoire, à savoir une démarche non aboutie, une démarche qui s'enrichit au fil des partages. Nous ne venons pas aujourd'hui avec des certitudes, mais nous venons avec des questionnements, et nous espérons autant nourrir le débat, nous adresser à des curieux, mais aussi nous nourrir du débat, que ce soit aujourd'hui ou dans un futur proche. Et c'est précisément dans cet esprit que nous avons conçu la prestation d'aujourd'hui. Alors Jean Carbonnier, dans les années 70, publiait un best-seller, Flexible droit, ouvrage majeur qui défendait alors une toute jeune discipline, la sociologie du droit. La nouveauté de son discours était d'attirer l'attention sur les phénomènes juridiques. Phénomènes juridiques que le droit, dans sa forme scripturale, celle qui retenait alors exclusivement l'attention des chercheurs, ne suffisait pas à saisir et qui, dans la pensée de notre vénérable doyen, appartenait pourtant pleinement au champ du droit et au champ de la recherche juridique. Car le droit, disait-il, ne se contente pas d'être glose des textes, connaissance des lois, art de les faire ricocher les unes avec les autres, de les interpréter, de les étendre, de les restreindre, de les tourner. Il aspire à devenir, au moins dans l'une de ses branches, science d'observation, voire d'expérimentation. Il aspire à saisir par-delà les textes les phénomènes juridiques. Jean Carbonnier a aussi, beaucoup plus discrètement, il est vrai, défendu une discipline alors méconnue et qui ne s'est pas beaucoup développée depuis, à savoir la psychologie du droit. Il appelait l'attention du chercheur sur tout ce que le droit pouvait provoquer chez un individu, outre les phénomènes intellectuels de compréhension ou d'incompréhension des règles ou de leurs mécanismes souvent complexes. Il soulignait l'importance d'une matière humaine faite de muscles et d'artères qui, souvent bien inconsciemment, étaient aussi vecteurs de droit. Écoutons-le encore une fois. Le droit passe dans nos artères, dans nos muscles, il modèle l'homme, il le déforme à l'occasion. Il recommandait alors de s'attacher à chercher ce qui, dans l'homme, dans ses comportements, était dicté par, je le cite encore, des coutumes séculaires, autant que du dressage des lois passagères. Et bien précisément, c'est ce que nous appelons une culture juridique diffuse qui peut se définir comme un ensemble de croyances, bien plus que de connaissances, et constituée à la fois de ce qui nous est commun, car la culture, c'est une valeur qui se partage, mais aussi de ce que nous individualisons dans notre perception du juridique. C'est cette culture juridique commune qui, bien souvent, se traduit en actes juridiques, et c'est celle-ci que nous cherchons à saisir dans nos travaux.
Et c'est ce qui donne lieu à notre hypothèse épistémologique qui consiste à admettre, dans le prolongement de la pensée du doyen Carbonnier, que le droit ne parle pas simplement à l'intellect, malgré sa forme savante, voire hermétique, mais qu'il parle aussi au sens. Le panneau de signalisation en est l'exemple le plus schématique, tout comme le rituel judiciaire qui ne saurait se justifier autrement. Cette perception sensorielle du droit induit nécessairement un rapport particulier à la règle de droit. Et elle mérite à ce titre d'être étudiée. Dès lors, il importe de chercher comment ce qui relève du domaine du sensible peut agir aux multiples étapes de la règle de droit, à savoir peut agir sur la formation du droit, peut agir sur la réception du droit, peut agir sur l'application de la règle de droit. Que ressent-on en effet quand on pénètre dans un palais de justice? Que ressent-on au moment où l'on signe un contrat, où l'on entre dans le cabinet d'un notaire? Outre la règle qui s'y énonce et qui, bien sûr, reste d'un intérêt majeur, quels sont les éléments qui distillent un autre discours et qui vont déclencher des réactions émotives, de résistance ou d'adhésion à la règle? Peut-on faire du droit sans tenir compte de ces phénomènes? Nous ne le pensons pas, car nous ne pensons pas que le droit, malgré ce que laissent penser ces formules brèves, parfois sèches, ne laisse pas de place aux affects. Et Frank Lebovici a parfaitement montré comment la collaboration d'un poète et d'un juge à la Cour pénale internationale peut conduire à une modification de la pratique judiciaire. J'ouvre une petite parenthèse pour parler de son témoignage. Frank Lebovici est un poète et il a collaboré lors du procès de Germain Katanga, milicien congolais, avec le juge chargé de ce procès. Cette collaboration a permis d'attirer l'attention du juge sur des aspects présents dans les témoignages de ceux qui étaient interrogés, que le juge, en professionnel du droit, avait négligé. Il s'était intéressé à ce que lui, juge, considérait comme important et avait laissé de côté des allusions très fréquentes aux fétiches et aux féticheurs, qu'en revanche le poète avait pu repérer. Et quand le poète a alerté le juge sur cette présence dans le discours des fétiches et des féticheurs, eh bien le juge a reconsidéré son schéma pour identifier les responsabilités. C'est-à-dire qu'on a là un exemple très concret de l'art qui peut venir modifier une pratique professionnelle, celle de la justice. Notre matériau pour accéder à cette perception sensorielle du droit, c'est l'art. C'est en effet le truchement de l'art que nous avons choisi afin d'atteindre, au moins dans une certaine mesure, ce qui relève du sensible, du perceptible dans le phénomène juridique. Le choix peut paraître étonnant, tant l'art et le droit semblent antinomiques, tant on s'est attaché à les opposer. Dans nos cultures occidentales modernes, le droit relève du domaine de la raison quasi exclusivement, tandis que l'art demeure dans le domaine des émotions et des passions. À y regarder de plus près, droit et art ne sont peut-être pas si distants. Le droit est en soi une construction imaginaire, il est la projection d'une société qui s'idéalise, et le juriste comme l'artiste construisent, grâce à leur imagination, le monde. Les domaines peuvent donc se croiser, mais il importe en quelques mots de rappeler comment nous en sommes arrivés à envisager de faire dialoguer les arts et le droit. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble que le cheminement d'une idée, d'une hypothèse, participe pleinement de la démarche épistémologique, et il importe aussi de partager les doutes, les incertitudes, et puis les rencontres, les hasards qui permettent à la recherche de s'élaborer. Je vais aller vite néanmoins.
tout est parti presque d'une anecdote, c'est-à-dire que nous avions créé à la faculté de droit de Sceaux, et plutôt comme une activité culturelle, un festival de cinéma qui s'appelait le festival Ciné-Droit, où on choisissait un sujet qui était traité par des juristes dans un colloque de façon savante, puis qui ensuite était illustré par bon nombre de films. Le festival avait du succès, les choses étaient débouchées sur des publications intéressantes, mais avec Ninon, très vite, on a ressenti un manque, c'est-à-dire que cette juxtaposition de la matière, à savoir un colloque fait par des juristes sur une matière qu'ils connaissaient et avec des méthodes qu'ils maîtrisaient, ne nous suffisait plus. Nous voulions voir s'il était possible de faire interagir le cinéma et le droit. Et c'est ce qui a donné lieu à la création d'un groupe de recherche, le groupe de recherche en analyse juridique de l'image, où nous nous proposions donc d'analyser les films grâce au prisme du juridique. Et nous avons été aidés dans cette démarche par d'autres disciplines qui déjà utilisent le cinéma comme matériau de recherche, à savoir des sociologues, à savoir des philosophes, à savoir des historiens de l'art. Et puis on s'est dit que le droit avait tout à fait sa place dans cette démarche-là. Avec le Grimage, on a trouvé un support de publication qui est un support numérique sur un portail universitaire. Et si je le cite aussi, c'est parce que je crois que la recherche aujourd'hui souffre beaucoup de difficultés de diffusion de ses travaux. Et le numérique est aujourd'hui relativement développé, mais passe encore pour un mode mineur de diffusion de la recherche. Or, pour nous, je dois avouer que ça a été un très grand levier, puisqu'on a pu publier nos travaux, on a pu échanger sur ces travaux à partir de ces publications. On a pu aussi, et ça reste un point très important dans notre démarche, rencontrer des personnes qui sont venues à nous grâce à cette publication, parce que les rencontres, ça compte aussi en matière de recherche. J'ai parlé des philosophes, j'ai parlé des sociologues, je dirais un mot de Barbara Villet qui organisait un séminaire dans le cadre de l'Université Paris 8 sur les images de la justice. Et Barbara Villet, nous avons suivi ces séminaires. Barbara Villet invitait des artistes contemporains et c'est ce qui nous a conduit à ouvrir notre champ de recherche du cinéma jusqu'à l'ensemble des arts traditionnels ou contemporains d'ailleurs. On a ensuite organisé un colloque sur la représentation du droit, où on demandait à nos collaborateurs d'intervenir sur les manières dont le droit pouvait s'exprimer en dehors de sa lettre. Et puis, nous avons aussi organisé un colloque sur la symbolique judiciaire. Et c'était très important parce que c'était au moment où le palais de justice des Batignolles était en train de se construire et que la question de la symbolique nouvelle de la justice se posait. Et bien, travailler sur la place de la symbolique judiciaire dans l'exercice de la justice, ça nous a permis de découvrir que pour les architectes, par exemple, la symbolique relevait du décor, voire de l'installation muséale. Alors que pour le juge, la symbolique est l'essence même de l'exercice de la justice. Voilà très rapidement ce parcours qui nous a suggéré, à l'instar de ce que les auteurs avaient proposé pour le mouvement droit et littérature, de se dire qu'un projet art et droit pouvait se traiter en 3 volets. Bien évidemment le droit de l'art, mais ça n'est pas notre axe principal. Le droit dans l'art, chercher ce qui dans l'art parle de droit, et puis le droit comme art. Voilà à peu près les 3 dimensions dans lesquelles que nous explorons. Outre ce cheminement de la pensée, notre hypothèse est partie aussi d'un constat. Et ce constat, c'est que de plus en plus d'artistes s'emparent aujourd'hui de questions juridiques, voire des dispositifs même du droit, qu'il s'agisse d'un procès, d'un contrat, pour créer des œuvres. Et que ce phénomène devient assez fréquent pour qu'on ne le considère plus comme un simple divertissement et qu'on considère que cette pratique mérite qu'on s'y attarde.
car on a toujours utilisé certains concepts de droit dans le cinéma, les films de prétoire depuis 1950 existent, mais la nouveauté aujourd'hui, c'est que certains artistes s'emparent de concepts de droit, de symboles, d'objets ou de mots du droit comme matière première de leur création. Et que, ne se contentant plus de représenter le droit, ils cherchent à le performer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement explorer le concept, ils vont interroger sa plasticité, ils vont le modeler, et on entend Carbonnier qui disait « le droit modèle l'homme », la boucle est bouclée quand on arrive à la conclusion que l'art modèle le droit. Ils vont le modeler, le sculpter, et peut-être tendre à le réformer. L'artiste aurait ainsi prétention à devenir un ingénieur du social, voire du juridique, ce que certains dénoncent d'ailleurs comme une dérive, en identifiant l'avènement d'une idéologie qu'on pourrait qualifier d'artiviste. Ce qui est remarquable, qu'on adhère ou non à cette idéologie, c'est que ces pratiques s'épanouissent en marge de la recherche académique. Il semble pourtant nécessaire d'étudier, d'analyser l'impact de ces actions artistiques sur le processus de création du droit. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, la société civile ne se contente plus seulement d'exprimer une demande de droit en sollicitant les organes dédiés, le législateur ou le juge, mais cette société s'empare du droit, comble ses lacunes, ou du moins entend combler ses lacunes, et cherche à démontrer par l'expérimentation que d'autres solutions sont possibles. L'affaire Adèle Hanel est caractéristique de ce phénomène, puisque Adèle Hanel refuse l'institution, du moins dans un premier temps, et s'en remet aux médias. Sa demande de droit, elle la formule auprès des médias et non pas auprès de l'institution judiciaire. Comment les profanes, les artistes ou seulement de simples citoyens participent-ils à la construction de projets de société? Comment, intentionnellement ou non, incitent-ils à faire bouger les frontières des catégories juridiques établies? N'y a-t-il pas là la trace d'un droit qui se réinvente par la mise en œuvre, par l'action, par la performance au sens premier du terme? Ces pratiques artistiques soulèvent donc des enjeux sociétaux auxquels le juriste ne peut rester indifférent, et la recherche en droit sur ces pratiques doit permettre, je ne vais pas le développer, je vais juste donner des pistes dont on pourra rediscuter après, d'une part de saisir la demande de droit, d'autre part d'enrichir le champ juridique de nouveaux concepts ou de nouvelles pratiques, on l'a vu avec l'exemple de Frank Legovici, de rattacher aussi ces pratiques au long temps de l'histoire juridique. En tant qu'historienne du droit, je suis très sensible au phénomène de monopolisation du droit à certaines époques, puis de ce qu'on appelle la divulgation du droit, ou on dirait aujourd'hui une forme de démocratisation du droit à d'autres époques. Eh bien, cette façon dont les artistes s'emparent du droit peut s'inscrire dans un mouvement de divulgation du droit tout à fait particulier, mais qu'il importe de connaître. Et puis, la recherche peut aussi offrir des nouvelles clés de compréhension du monde contemporain. On y reviendra tout à l'heure. Notre démarche consiste alors à chercher les conditions d'un dialogue entre l'art et le droit afin d'inventer une méthode transdisciplinaire d'analyse. Il va falloir définir les objectifs et les méthodes d'une collaboration interdisciplinaire entre artistes et juristes, dégager des règles spécifiques. Il faut travailler sur de nouveaux matériaux qui impliquent l'adoption de nouvelles règles de recherche, voire de nouveaux produits en matière de publication. Et c'est précisément le cœur de notre démarche qui, je le rappelle, est encore exploratoire. Et en vous parlant maintenant de nos travaux, de certains de nos travaux, on va pouvoir revoir tous ces principes un peu théoriques. Je rappellerai que les travaux sont importants dans la mesure où l'art offre au droit ce qu'il n'a pas dans la société, c'est-à-dire un laboratoire expérimental. Par l'art, on peut expérimenter le droit, et c'est très précisément ce qui se fait.
Alors, consistant nos travaux, dans un premier temps, on aimerait, pour se conformer au titre de la conférence Sensible droit, dans un premier temps, parler de comment il est possible, grâce à l'art, de voir le droit autrement, et on va parler de l'expression et de la perception visuelle du droit, en rappelant que c'est par là que notre travail a commencé, puisque le cinéma a été, on l'a dit, notre premier matériau, que pour l'instant, cette perception et expression visuelle, nous ne les approchons que par des recensements de monographie, et que le temps de la théorisation n'est pas encore arrivé. Et c'est la raison pour laquelle on va vous présenter deux exemples de travaux. Je vais laisser la parole à Ninon Maillard, qui va présenter donc, le travail qu'elle a pu faire à partir d'un film. Merci Nathalie. Donc voir le droit et voir le droit autrement, pour partir d'un exemple sur lequel j'ai travaillé il y a pas mal de temps, un exemple donc cinématographique effectivement, c'est un film Les Invités de mon père, un film de 2010, un film d'Anne Leny, et c'est une comédie a priori qui n'attire pas l'œil du juriste. C'est une comédie avec des stars populaires de l'époque, Karine Viard, Fabrice Lucchini. On est loin du film d'auteur, mais c'est une comédie dramatique autour d'une histoire de famille. Et donc, qui dit histoire de famille, dit qu'on y trouve beaucoup de questions de droit privé qui s'ancrent dans de l'histoire ancienne. La question de la place du père dans la famille, la question de l'autorité de ce père, la question du remariage, la question du mariage blanc, le testament, les successions, et des questions parfois très techniques, la question de l'usufruit du conjoint survivant sur les biens du parent décédé, qui sont normalement évidemment dévolus aux enfants. Donc des questions à chaque fois très techniques, qui sont aussi très riches du point de vue de l'histoire du droit, des historiens du droit qui peuvent en expliquer tout à fait le contexte d'élaboration à partir de l'anthropologie, mais aussi de la psychologie, de la sociologie, etc. Donc il s'agit évidemment de s'émanciper de la pure généalogie juridique en cherchant, au-delà du droit romain ou des coutumes germaniques ou de toute autre règle ancestrale, ce qui fait qu'une société opte pour telle ou telle autre solution juridique. Donc à chaque fois, ce sont des questions très complexes qui sont posées par les multiples situations individuelles, et ce sont des questions qui sont très riches d'émotions aussi, et forcément donc qui sont très prisées par la littérature ou le cinéma. Et le film d'Anne Leny, cette comédie populaire, eh bien, elle montre comment le droit et les sens sont liés. Elle montre, c'est-à-dire qu'elle met en scène et elle fait jouer, pour notre plus grand plaisir, ce que la règle de droit induit en termes de lien, en termes d'attachement. Elle montre, c'est-à-dire qu'elle rend visible et sensible pour le spectateur les enjeux profonds des règles du droit de la famille. Alors, j'ai choisi une scène. La transmission du patrimoine est au cœur d'une scène assez remarquable du film. Et je le précise tout de suite, le scénario maltraite le droit civil, dans le sens où la réalisatrice filme une scène juridique par excellence, puisqu'il s'agit de la signature d'une renonciation à l'héritage, mais qu'elle en propose une représentation erronée. C'est-à-dire qu'elle donne à voir pas du tout la procédure qui est prévue par le droit civil. Nous y reviendrons. Alors, pour décrire un petit peu la scène, le père convoque ses enfants, il les fait, donc les deux enfants, Lucchini et Karine Viard, il les fait entrer dans le salon. C'est un moment qui est assez solennel, on le perçoit. La table du salon est transformée en bureau, et les enfants d'un côté, le père de l'autre, un dossier au milieu. Le père annonce
qu'il veut faire bénéficier sa nouvelle femme de ses biens. Alors, le fils fait mine de proposer à son père de procéder par une donation, et le père est contraint de se montrer un petit peu plus explicite. Il veut que sa jeune épouse hérite de tous ses biens après sa mort. Silence, abattement de la fille, qui demande à son père la confirmation de ce qu'elle entend. « Tu veux nous déshériter ?» Le personnage fictif, donc Karine Viard, là, rend compte de ce que peut représenter l'héritage lorsqu'il ne s'agit plus du partage légal prévu entre les enfants. Ce que la fiction montre ici, c'est une situation qui fait dépendre l'attribution de l'héritage de la volonté d'un père. C'est forcément très intéressant pour les historiens du droit. Et là, il y a un dialogue qui s'engage entre les personnages. Pour le père, les enfants n'ont pas besoin de cet héritage. La nouvelle femme et son jeune enfant n'ont rien. Il est rationnel que l'argent aille à ceux qui en ont besoin. Donc une conception politique qui s'exprime ici, économique, rationnelle, c'est ce qu'incarne le personnage du père. Pour la fille, le fait que le père détourne cet héritage d'elle vers une autre personne occasionne de la souffrance, c'est ça qui est mis en scène. La fille n'a pas besoin d'argent, mais elle se trouve spoliée d'autre chose. Son père se détourne d'elle et ses biens se trouvent affectés à une seconde vie, à sa nouvelle famille. La fiction donc montre bien ici la dimension affective de la transmission du patrimoine. Recevoir sa part ou en être privé, c'est être reconnu ou c'est être sanctionné. Et Anne Lenny le fait dire d'ailleurs de manière très explicite à son personnage lorsque Karine Viard s'écroule dans l'escalier en sortant de cette entrevue. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me punisse? Pour le fils, les motivations du père ne sont pas bienveillantes, elles ne sont pas politiques, quoi qu'il en dise. Il profite d'une seconde jeunesse, notamment sexuelle, avec une jeune femme, et cela vient définitivement ruiner l'image que le père, l'image du père, l'idée que le père puisse être une référence, une autorité, un modèle. C'est un homme qui se montre avant tout mu par ses désirs et non par ses devoirs. Donc le bon père de famille en prend un coup. Et ce que le fils incarne ici, c'est tout ce qu'a initié le tournant révolutionnaire. L'individualisme adossé au principe de liberté, d'égalité, a lentement, évidemment très progressivement, très lentement, mais mené à la démocratisation de la famille. Le fils moderne n'est plus dans la dépendance économique de son père. Le fils moderne que l'on voit à l'écran n'a pas eu besoin de l'héritage pour construire sa vie, pour être autonome. Ce qui l'autorise à juger à haute voix, de manière très explicite, son père. Car il est non seulement indépendant économiquement, mais contrairement à la fille, il est aussi indépendant affectivement. Revenons à la scène sur laquelle je me focalise. Le fils rappelle le droit au père. Tu ne peux pas nous déshériter. Le père acquiesce, mais annonce qu'il a trouvé, avec l'aide de son notaire, le moyen d'arriver à ses fins. Les enfants doivent tout simplement renoncer librement à leur héritage. Et Anne Lenny de filmer les enfants qui signent les documents préparés par le père. Cette scène elle est très intéressante parce qu'elle est fausse en procédure civile. Mais pourquoi Anne Lenny s'autorise à filmer ça? Parce que finalement, ça ne choque vraiment personne. Ça choque moralement. Mais personne ne sort du film en disant elle raconte n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle fait faire à ses personnages, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est pas la première idée en réalité qui vient à l'esprit. La scène qu'elle propose correspond à certaines représentations sociales du père, à certaines représentations sociales des règles de transmission du patrimoine. Donc, je ne vais pas détailler la vraie procédure, mais évidemment que le droit civil
n'organise pas les choses comme ça. Ça doit se faire devant 2 notaires. Évidemment que le père ne doit pas être présent. C'est un pacte de famille qui se fait en dehors de tout conflit. Enfin, ça n'est pas du tout la situation qui est représentée. Or, ce qui m'intéresse ici, c'est de remarquer que la réalisatrice n'hésite pas à caricaturer la procédure. Parce que la représentation qu'elle propose correspond à des échos qui viennent de loin dans la culture juridique occidentale. Et des échos qui restent perceptibles et qui nous viennent, par exemple, du droit romain ou du droit d'Ancien Régime. Il s'agit de la vieille figure paternelle. Et ce que la fiction nous montre, finalement, c'est une sorte de mort-vivant. C'est ce pater, ce père qui décide de la transmission du patrimoine. Le face-à-face tendu entre un père qui déshérite et des enfants qui se soumettent, finalement, ne paraît pas complètement farfelu. Et si le film n'est pas un témoin de la vérité juridique, eh bien, il dévoile une autre réalité, il rend perceptible, il rend visible une autre réalité, il permet de voir le droit autrement. La dimension symbolique, affective, quasi charnelle de l'héritage, qui n'a pas disparu, la représentation d'une figure paternelle, autoritaire, arbitraire, qui reste plausible. Ce que le film montre, ce que le film fait voir aussi, c'est la distinction entre le consentement et l'exercice d'une libre volonté. Les enfants signent, juridiquement ils consentent, mais l'image montre ce que le document ne pourrait pas enregistrer. Leur consentement, c'est la soumission à la volonté d'un autre en réalité. Et cette question du consentement, elle renvoie à des questions très, très actuelles, suite par exemple au livre de Vanessa Springora, suite à La Familia Grande de Camille Kouchner, qui pose cette question du consentement dans l'espace public en passant par la voie artistique, et donc elle suscite ensuite le juriste qui se positionne par la suite. La question du consentement, d'ailleurs liée à la sexualité, est évoquée dans le film d'Anne Leny, mais il me semble que dans ce film-là, c'est évoqué sur le plan plus moral que juridique. Bon, ce film populaire, c'est une mine en termes d'histoire du droit privé, et je n'ai exposé ici que les pistes à partir d'une unique scène, mais il y en a beaucoup d'autres, notamment toutes celles justement qui mettent en tension le droit et la morale. Il y a beaucoup de choses dans ce film autour de cette tension entre le droit et la morale. Il n'y a aucun intérêt aussi, c'est ça qui me semble intéressant dans ce film, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à convoquer les scènes à titre d'illustration du droit. Ces scènes de fiction font sentir la texture du droit des successions. Elles permettent finalement de percevoir le droit en mouvement, le droit le droit vivant, mais elles permettent même de percevoir des fantômes du droit ancien. C'est ça l'apport, c'est pas une illustration du droit. Bien sûr que ces images parlent du droit existant, des règles en cours, mais elles montrent aussi toute la dimension fantasmée, toute la dimension imaginaire du droit dans la vie de tous les jours. Et pour en revenir à l'introduction tout à l'heure de Nathalie, elle montre toute la dimension psychologique et charnelle du droit, pour revenir à Carbone. Voilà pour ce premier exemple. Il y en aurait un autre avec Django Unchained, mais il y en a aussi autour de la vérité de Clouseau. Donc on peut enchaîner avec ce film-là. On enchaîne sur le cinéma encore, avec un autre genre de film. On est là sur donc La vérité d'Henri-Georges Clouzot, 1960, un film de prétoire, c'est-à-dire que l'intégralité du film est consacrée au procès d'une jeune femme
Brigitte Bardot, Dominique Rousseau dans le film, qui est accusée d'avoir assassiné son amant. Elle a une vingtaine d'années et elle assiste à son procès. Cet exemple nous permet de découvrir comment, et j'insiste, par l'image et uniquement par l'image, on peut traduire la part de fiction qui existe dans le procès et plus précisément la narrativité du procès. On rappellera que Georges Clouzot est un fin connaisseur des procédures judiciaires. D'une part, il a été quelque temps chroniqueur judiciaire pour Jour de France. Il est aussi ami intime d'avocats et il assiste à de nombreux procès. Pour ce film, La Vérité, il s'inspire d'une affaire criminelle réelle, une affaire à scandale, mais c'est ce qui fait tout le génie de Clouzot, et on le connaît assez pour savoir qu'il ne va se contenter de raconter une histoire qui a défrayé les chroniques dans la presse. Il ne veut pas raconter l'histoire, il ne veut même pas l'analyser en elle-même. Il prend cette affaire criminelle comme prétexte d'investigation des mécanismes du procès, et plus précisément encore comme mécanisme de construction d'une vérité judiciaire. Et la particularité de ce film, c'est qu'il va avoir un traitement exclusivement cinématographique de ce sujet. L'image et tout le potentiel discursif de l'image est le seul support de sa démonstration. C'est-à-dire que Clouzot ne va pas exposer de manière didactique comment fonctionne un procès. Il ne va pas expliquer à son public comment fonctionne le procès, il va visualiser comment fonctionne le procès, et la démonstration est bien plus forte. Alors comment fait-il? La première chose, c'est qu'il va utiliser le flashback. C'est-à-dire, chaque fois que dans l'enceinte du prétoire, les faits qui ont conduit au drame sont évoqués, ils sont montrés par des images de flashback. Le flashback a plusieurs intérêts dans le scénario. On parlera d'abord simplement d'une habileté scénographique. Filmer un procès du début à la fin, un procès français sans rebondissement, c'est un petit peu ennuyeux, et le flashback donne du rythme au film. Il s'agit là simplement d'une habileté cinématographique. Il y a un peu plus, en illustrant par l'image les différents témoignages qui relatent les faits, Clouzot montre qu'en fait, les faits n'entrent jamais dans le prétoire autrement que par des représentations, qui peuvent essentiellement être des représentations mentales. C'est-à-dire que toutes les personnes qui assistent au procès, le juge, l'accusé, les avocats ou le public, ont des représentations mentales de ce qui doit s'être passé. Mais Clouzot va bien plus loin. Il ne nous montre pas simplement qu'il y a des représentations mentales, il nous fait comprendre par les images de flashback que ce qu'il va montrer dans le flashback, c'est la vérité factuelle. C'est ce qui s'est passé exactement. Vérité auquel personne dans le prétoire n'a accès. Seul le public a accès à cette vérité. Et dès lors, par un jeu d'association ou de dissociation d'images, il montre quelle est la part de fiction qui entre dans les différents récits qui se construisent au cours du procès. Par exemple, parfois les images concordent parfaitement avec le discours. On a un récit qui correspond aux faits. Parfois, au contraire, elles s'en écartent, beaucoup ou un petit peu. Certains faits sont tus à jamais, nous les avons vus en images, ils ne seront jamais évoqués dans le procès, mais souvent, ce sont des faits qui peuvent être interprétés d'une certaine manière dans l'image et qui sont interprétés autrement dans l'enceinte du prétoire. Clouzot va alors jusqu'à décliner l'inventaire de toutes les situations qui peuvent expliquer ce phénomène. Qu'est-ce qui fait que chaque récit est en partie fictionnel? Alors, j'ai recensé quelques-uns de ces exemples. Le témoin peut avoir intérêt, par exemple, à préserver son intérêt. Le patron de Dominique Rousseau, qui a eu une relation sexuelle avec elle et qui est marié, préfère taire devant les juges cette partie-là, considérant que ce n'est pas très important. Ou la concierge, qui n'a pas correctement fait son travail et qui ne sait pas si Dominique Rousseau a quitté l'immeuble à telle heure, tel jour,
mais qui veut se faire passer pour une excellente professionnelle, affirme qu'elle n'a jamais vu cette jeune femme, alors que nous voyons parfaitement la jeune femme qui passe devant la loge, mais la loge est vide. Donc préserver son intérêt. Ça peut être aussi, et c'est le cas de Michel, le meilleur ami de Dominique, de faire de la barre une tribune. Michel est un philosophe, il a une idéologie comme un jeune étudiant, et il va faire de Dominique l'égérie de son discours politique, en disant le geste de Dominique avait du sens. Et on sait parfaitement que Michel trouvait que Dominique était une gourde, parce qu'à un moment dans le film, il lui dit « parce que toi, tu commences à penser maintenant ». Donc, il ne peut pas penser que Dominique pensait, mais néanmoins, il va la défendre par cet argument-là. Il y a aussi la sincérité de l'ignorance, la logeuse qui vient raconter, je crois que vous en avez une image dans le petit livret, la logeuse qui raconte la scène de ménage qu'elle a entendue entre Gilbert et Dominique, et à l'écran, on voit une porte fermée et une logeuse qui colle son oreille à la porte, preuve qu'elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je vais vite sur les témoignages. Clouzot évoque aussi quelque chose de très intéressant, ce qu'on va appeler la narrativité fonctionnelle. C'est-à-dire ce dont le métier précisément est de raconter une histoire vraisemblable. Ce sont les avocats. Les avocats qui vont construire une joute oratoire et contrairement au film de prétoire classique, Clouzot n'entend pas du tout concentrer son art sur une inoubliable plaidoirie avec jeu de manche ou sur un implacable réquisitoire suscitant l'émotion. Il s'attache à montrer comment chaque argument, chaque réponse qu'on peut entendre dans le prétoire est immédiatement remodelée par l'avocat qui l'utilise pour son discours. Avocat qui sait, avant même que le procès ait commencé, ce qu'il veut plaider et comment il vient finalement faire sa cueillette d'arguments pour construire un discours en écartant parfaitement, sciemment, la vérité. La conclusion de Clouzot, eh bien, c'est que par le recours à la fiction, et plus particulièrement par le recours au langage cinématographique, Clouzot s'approche au plus près de la réalité judiciaire, une réalité judiciaire qui, nous dit-il sans paradoxe, consiste à produire de la fiction. Ce qu'on produit dans le prétoire, c'est un récit fictionnel qui est le récit le plus vraisemblable, qui vient conclure un ensemble de récits fictionnels entendus. Le récit final, il est linéaire, il est convaincant, mais cependant, c'est un récit de fiction. Ainsi, le prétoire est le lieu où se construisent et où se croisent différents récits qui tous s'enracinent dans le réel, sans parvenir exactement à en rendre compte. La vérité judiciaire qui en résulte n'est pas l'exacte réalité. Elle est l'expression la plus vraisemblable du récit final tel qu'il s'est constitué au cours de l'audience. Contrairement au jugement qui, lui, est bien réel, il est même performatif, la vérité judiciaire, nécessairement distincte de la vérité factuelle, est fiction. Et l'enceinte sacrée du palais au sein de laquelle s'entrelacent les récits apparaît bien alors comme un lieu de création de récits. Et voilà comment cette subtilité qu'un discours aurait du mal à expliquer à un public, cette subtilité est perçue sensiblement par un public qui peut-être n'élaborera pas ce discours, mais en tout cas qui perçoit quelque chose de l'ordre du procès. Et on comprend mieux le titre de Clouzot, La vérité, parce que dans ce film, la vérité, dont Brigitte Bardot pourrait être l'icône, est totalement sacrifiée. Tout est sacrifié à la vérité. Voilà donc un autre exemple d'une approche simplement visuelle d'un phénomène juridique relativement complexe. Alors, je ne sais pas si tu veux reprendre l'exemple de Django, continuer sur le cinéma, ou est-ce qu'on passe à la suite? Non, on peut. Ça fait tout à fait lien en fait avec ce que tu viens de dire sur la vérité, parce que il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je crois que là, on a un lien qui peut être fait avec une performance artistique. Et donc, ce qui nous permet de dire que quand on étudie
l'art et le droit. On peut aller voir le droit autrement, de manière plus sensible dans le cinéma, mais on peut aussi s'intéresser à des expériences qui tentent de faire vivre le droit, et notamment cette performance théâtrale alors je ne voulais pas écorcher son nom, alors j'ai essayé de chercher, mais ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est Jan Duvendak, je pense que ça se dit comme ça. Le titre de sa performance théâtrale, c'était « Please continue Hamlet ». Et c'est très intéressant parce qu'on retombe sur cette question de vérité judiciaire. Comment ça se présente, cette pièce? Alors, on a un public, il a organisé certaines de ses performances dans l'enceinte de tribunaux, et on a distribué au public un vrai faux dossier d'instruction, c'est-à-dire un dossier d'instruction qui a été calqué sur un vrai dossier d'instruction, avec des documents qui se présentent sous la forme de photocopies de documents administratifs dont les noms et les signatures d'origine ont été noircies, et non pas sous la forme de pages éditées pour l'occasion. Ça donne, le but, c'est vraiment de dire au public, finalement, vous avez entre les mains les mêmes documents que les professionnels de police ou de justice. Donc on a des PV de police, des rapports d'autopsie, l'expertise psychiatrique, etc. Bon. Les artistes, ensuite, enfin l'artiste, Jan Duvendak, a monté dans chaque ville un spectacle procès avec des acteurs, l'accusé est un acteur, la victime, hein, il y a des photos, etc. Donc tout ça c'est mis en scène. Les témoins aussi sont des acteurs. Des professionnels de justice. Le président de la cour d'assises qui va être formé pour l'occasion est un magistrat contacté en amont sur les lieux. Le huissier, avocat, procureur, donc il y a un recrutement local de professionnels de justice. Et puis des experts, qui sont des vrais experts, auxquels Jan Duvendak confie le dossier et dit, voilà, rendez-moi une expertise, rencontrez l'accusé et faites son expertise psychologique. Donc, il y a un mélange des genres autour du vrai, du faux, autour du profane et du professionnel, autour de la fiction donc, et de la réalité. La fiction, c'est le meurtre. La réalité, c'est justement ce processus judiciaire qu'on essaie de faire vivre au public. Il n'y a pas de scénario écrit. Il n'y a pas de scénario écrit, et la pièce de théâtre, eh bien, elle est constituée par l'interrogatoire des témoins et de l'accusé par ce magistrat local, institué président de la cour et recruté par l'artiste. L'accusé donc répond aux questions posées, des questions dont il n'a pas connaissance avant le début de la représentation, et son avocat va prendre sa défense. Donc son avocat s'entretient avec lui avant la performance et ils mettent ensemble une stratégie de défense. Mais ce qui veut dire qu'à l'occasion d'une représentation ou d'une autre, la stratégie de défense ne sera pas forcément la même, ne sera pas forcément de même nature, ou ne s'appuiera pas forcément sur les mêmes arguments, sur les mêmes points. Le jury populaire va être formé à l'issue de la performance par des personnes du public qui sont appelées à délibérer et à rendre un verdict. Et donc là, évidemment, qu'est-ce qui a fait qu'on a parlé de cette performance judiciaire? Eh bien, c'est que les jugements ont varié. Les jugements ont varié, les peines aussi ont varié. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a eu 157 procès dans 13 pays différents. Et Hamlet a été acquitté 79 fois, par exemple. Il a été condamné 73 fois pour coup mortel. Et puis alors ensuite, de temps en temps, il a eu... Une fois, il a eu 15 ans, il a été puni de 15 ans, mais on a aussi des peines de 4 ans, de 8 ans, de 10 mois d'emprisonnement. Enfin, tout ça est extrêmement variable. Alors, là encore, moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation de ces variations. Ça peut conduire à une critique, c'est-à-dire, Jan Duvendak
critique la justice, il donne une vision qui est dangereuse de la justice. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le jugement ne tient pas debout, il décrédibilise la justice pénale, il décrédibilise le jury populaire. Et moi, on peut aussi regarder cette pièce-là et l'analyser en tant que chercheur, en tant que juriste. Et là, on n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. Le spectacle, moi, ce qui m'intéresse, c'est de souligner que le spectacle, non, il ne montre pas la variabilité ou la fragilité de la justice, il montre sa réalité sensible. Ce qu'il nous montre, c'est que le procès est un moment qui implique des hommes, qui se jouent dans des lieux, et donc on a de l'émotion, on a des sensations qui ont leur rôle à jouer dans le déroulé d'un procès de justice. Le contexte joue, mais dans la réalité comme dans la fiction, le verdict est le fruit d'une alchimie qui n'est jamais la même. L'accusé ne répond jamais exactement la même chose, il n'est jamais dans le même état d'esprit, les magistrats sont plus ou moins bienveillants, plus ou moins habiles aussi dans leurs questions, alors même qu'on a affaire à des professionnels. Ils sont plus ou moins habiles dans la gestion de l'audience. Les avocats et les procureurs sont plus ou moins convaincants, suivant les moments judiciaires. Et les jurés, eh bien, les jurés sont plus ou moins ouverts, plus ou moins fatigués, plus ou moins bien lunés, plus ou moins impliqués dans leur mission de justice. Et il ne s'agit pas de dire que le verdict dépend de la pluie et du beau temps, pas du tout. Mais il s'agit de réintroduire, pour éviter les malentendus et les désillusions justement, de réintroduire la conscience de l'humain dans le processus judiciaire. Je crois que c'est vraiment l'apport de cette expérience de Jan Duventak, c'est vraiment l'apport de tout ce spectacle. Et c'est très formateur, il me semble aussi, pour les jeunes magistrats, par exemple. Parce que qu'est-ce que ça veut dire en termes de pédagogie, ce spectacle? Eh bien, ça veut dire que chacun doit faire de son mieux à tout moment de la chaîne de justice. Rien n'est insufflé par une vérité avec un V majuscule, rien n'est insufflé par une force supérieure de justice. La justice est vraiment le fruit d'un engagement à chaque fois renouvelé, à chaque fois différent. Bon, voilà sur cet exemple de performance artistique qui faisait tout à fait écho, je trouve, à la vérité de Clouseau, je trouve, dans les liens. Absolument, c'est les mêmes principes. Alors, je vais revenir un tout petit peu parce qu'on a parlé de cinéma, on a parlé de théâtre. Bien évidemment, on travaille sur d'autres matériaux. On travaille sur l'architecture. On a travaillé sur la danse. Je vais juste dire 2 mots sur la danse parce qu'il s'agit d'une expérience ratée. Et les expériences ratées, ça existe aussi dans la recherche, c'est-à-dire que, alors qu'on travaillait sur la symbolique judiciaire, on a eu envie de faire danser la justice, de voir quel était l'impact de la justice sur les corps. Et dans un colloque juridique, où les gens faisaient des communications traditionnelles, on a invité des danseurs à venir danser leur intervention. Bon, très honnêtement, ça n'a pas donné les résultats espérés, mais c'est un début, on ne désespère pas de retravailler sur cette matière, persuadé qu'il y a quelque chose qui se passe dans les corps. Le corps en justice, c'est quelque chose. Il faut insister. Il faut insister. Alors d'ailleurs, le Palais de justice de Bastia est en train de créer une chorégraphie sur la question des violences conjugales. Et il va faire un petit film chorégraphié qui va servir à faciliter la prise de parole sur la question du langage des violences conjugales. Ce qui signifie bien que la danse peut aussi être en tout cas un médium pour la justice. Et puis, on commence aussi, mais on ne va pas du tout développer, on va juste le signaler, on travaille aussi sur la musicalité des mots du droit, sur le langage du droit, sur les sons du droit, puisque dans notre perception sensorielle, eh bien, il y a le toucher, il y a la chair, les muscles et les artères dont parlait Carbonnier, il y a la vue, et puis l'ouïe.
c'est pour l'instant très insaisissable et très complexe, mais ou à moins que tu veuilles dire quand même deux mots, parce que j'en dis juste voilà, deux mots, c'est-à-dire c'est le CHAD qui accueille comme dans une sorte de résidence de recherche artistique l'artiste Clio Simon, et on travaille avec elle pour essayer de faire chanter les archives du droit, et plus particulièrement les archives liées à la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Voilà, c'est une recherche qui est en cours autour de ce qu'elle conçoit et invente, c'est-à-dire une rhapsodie juridique. Voilà, ça. Ce qui me semble important, c'est de rappeler aussi que c'est un projet artistique qui est subventionné et dans lequel l'artiste collabore avec un juriste au niveau de la conception même du projet. Oui. Et ça devient quand même quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire quand juristes et artistes peuvent concevoir ensemble un projet. Exactement. Il y a cette phase de recherche, hein. Moi, je suis très impliquée dans la phase de recherche avec elle, et puis c'est à partir de cette phase de recherche qu'elle va ensuite entrer dans une phase de production artistique avec des musiciens, des chanteurs, et puis un montage, et puis tout ce qui va suivre. Mais donc oui, il y a effectivement une vraie collaboration, et puis un produit ensuite qui reviendra à la fac de droit, parce que voilà, on en fera quelque chose ensuite en termes de pédagogie, en termes de... Voilà, donc une boucle effectivement, entre l'art et le droit, et voilà ce dont on peut parler aujourd'hui. Un grand merci à vous, mesdames, pour cet exposé vraiment fascinant. Merci beaucoup.